Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня в «Зеленой гостиной» у нас редкий гость Франсуа Дюпля. Франсуа Дюпля – француз, который многие годы работает вместе с Большим театром. И все наши записи, которые есть на рынке, практически сделанные в 21 веке, все балеты, все оперы Большого театра делает компания Bel-Air, записи эти. И все наши трансляции тоже осуществляет компания Bel-Air по заказу Pathé Live. Je suis ravie de vous voir ici comme mon invité dans le Chambre Vert et je voulais vous poser une question que je connais peut-être la réponse mais les spectateurs non. Comment s'est commencé votre amitié avec Bolshoi? Comment ça fait dans votre tête cette idée de commencer à travailler avec notre compagnie? Bon, en fait l'idée ne vient pas de moi, elle vient de Pierre Lacotte, que je connaissais de Paris et qui avait monté ici un ballet, ou qui avait l'intention de monter un ballet, je ne me souviens plus très bien si c'était déjà fait ou pas, de La fille du pharaon, que lui avait commandé le directeur du théâtre Bolshoi à l'époque, Vassiliev. Et donc je suis venu ici avec Pierre Lacotte pour voir les derniers préparatifs et la première de La fille du pharaon en 1999 ou 2000 ou 2001, quelque chose comme ça. Et à l'époque, Pierre Lacotte m'avait dit que ça serait formidable de le filmer. Et moi, j'ai tout de suite réagi. Je me suis dit, oui, c'est quelque chose d'assez unique au monde. Il n'y a que, au fond, au Bolshoi, qu'on peut monter des ballets de cette taille. C'est la transition avec le 19e siècle. Ça m'amusait beaucoup d'essayer de le filmer. J'avais déjà été au Bolshoi dans les années en 85, j'avais accompagné des amis qui étaient dans la compétition de ballet, et en 89 aussi, j'étais là, donc en plein milieu de tous les bouleversements qu'il y a eu à cette époque-là dans l'Union soviétique, qui existait encore, mais c'était la première fois que je venais au Bolshoi comme ça pour essayer de travailler avec. Et donc avec Vassiliev, ça s'est plutôt bien passé, puis bon. Les années ont passé, c'était trop tôt, manifestement, trop compliqué, et puis le Bolshoi était quand même assez encore dans les transitions, avec une ancienne administration qui était assez méfiante. Enfin, c'était assez, mais c'est pas plus que ça. Et puis, avec Pierre Lacotte, on avait décidé finalement que c'était mieux de le filmer à la reprise. Parce que la première, c'était pas complètement prêt, il y avait des problèmes économiques, évidemment, il n'y avait pas l'argent, enfin bon. Et donc, on a finalement filmé en 2003, c'est-à-dire 1 ou 2 ans après la première, avec une nouvelle distribution. Parce que le ballet avait été créé ici par Nina Ernanishvili, et Pierre Lacotte, entre-temps, voulait absolument une jeune danseuse qui venait d'arriver du Mariinsky, qui était Svetlana Sakharova. Et donc nous avons fait le premier enregistrement avec La fille du pharaon, avec Svetlana Sakharova et Sergueï Filin, qui était un danseur absolument merveilleux. C'était un couple vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est la première expérience, c'était La fille du pharaon. Ça s'est vraiment bien passé, avec tout de suite, je pense, l'établissement d'une confiance mutuelle entre le directeur général du Bolshoi, monsieur Iksanov, et nous, et voilà, jusqu'à présent, rien n'est venu démentir cette confiance. Voilà. Et après, vous avez commencé à enregistrer pas seulement les ballets, mais aussi les opéras. Oui, mais on a d'abord fait, finalement, on a aussi enregistré une création qui avait été faite par Roland Petit pour le Bolshoi, qui était le ballet La Dame de Pique, avec Passacaille, et La Dame de Pique a été une recréation d'un ballet qu'il avait fait avant, mais avec une musique différente. Enfin bon, bref, c'était en fait comme la création d'un nouveau ballet. Alors vous avez commencé avec les Français. On a commencé avec les Français, Roland Petit, Pierre Lacotte, et après on a commencé aussi, il y a eu 1 ou 2 ans de battement, et on est devenu je suis devenu assez proche de Radmansky, qui était en train de vraiment rénover, mettre du sang neuf dans le Bolshoi, tout en refaisant le lien de l'ancienne période, un peu du grand ballet soviétique, etc. Et quand il a fait d'abord Claire Ruisseau, me semble-t-il, oui, c'est d'abord Claire Ruisseau, que nous n'avons pas filmé, mais nous avons filmé son 2e ballet qui s'appelle Bolt, qui était une espèce de grande fresque. C'était l'année de Shostakovich. C'était l'année de Shostakovich. Et c'était le premier grand ballet de Shostakovich qui était filmé, enfin pour une compagnie, enfin ex-Ouest, si vous voulez, et c'était formidable. Je dois dire que c'était vraiment un ballet formidable, et que je crois qu'il n'est plus vraiment au répertoire, mais c'est dommage parce que c'est une grande fresque
Et d'ailleurs, c'était le dernier ballet qu'aurait voulu monter Grigorovitch s'il était resté au Bolchoï. Quand il est parti du Bolchoï, en 94 ou 15, je ne sais plus, il était en train de répéter Bolt. C'était la dernière production qu'il aurait voulu faire. Et c'est bien parce que Radmansky, qui était un chorégraphe moderne, jeune, et qui voulait vraiment rénover la compagnie, un nouveau système et puis faire un peu de sang frais, c'est bien qu'il avait choisi un des grands ballets mythiques comme ça de l'époque d'avant-guerre, et qui avait été en même temps le dernier ballet de Grigorovitch. Tout ça faisait que Bolt a été très symbolique d'un Bolchoï en train de changer, tout en restant avec son caractère spécifique qui est le théâtre des grands ballets historiques ou des grands ballets narratifs extrêmement théâtral, avec beaucoup d'influence du théâtre. Est-ce que c'était la première fois que vous avez fait aussi la transmission? Parce que je pense que Bolt a été transmis à la télévision. Non, aussi. La Fille du Pharaon était en direct à l'époque sur Mezzo, et La Dame de Pique aussi. Et nous avons... Bolt est la première fois que c'était transmis en direct sur une grande chaîne qui était Arte, qui est la grande chaîne culturelle européenne. Oui, c'était la première fois. Oui, c'était en 2000, je crois 2005 ou 2006, enfin une chose comme ça. Voilà. C'était un très très beau ballet que nous avons enregistré dans la nouvelle salle, dans la nouvelle scène. Et après, on a commencé à travailler aussi dans le domaine de l'opéra, parce que Onegin, c'était aussi, je pense, un succès. Alors Onegin est venu après, c'est-à-dire qu'Onegin, c'est presque un hasard, si vous voulez. J'étais invité avec M. Mortier pour un congrès de directeur d'opéra en Russie, et j'ai réussi à le faire. Il n'aime pas voyager, donc j'ai réussi à le faire venir en lui expliquant qu'il y avait la première d'un nouveau spectacle d'un jeune metteur en scène que je savais formidable, parce que j'avais été un an avant sur votre recommandation à Novosibirsk pour aller voir Aïda. D'ailleurs, quand je suis rentré à Paris en disant que j'avais été voir Aïda à Novosibirsk, tout le monde m'a pris pour un fou furieux, mais en disant qu'il est complètement cinglé, il va au milieu de la Sibérie pour voir Aïda en plus. Mais c'est là que j'ai découvert Dimitri Tcherdakov, qui est un metteur en scène génial. Et donc je suis rentré à Paris, j'ai dit à M. Mortier, il faut absolument... Et comme ça, la première d'Onegin était en même temps que le congrès des directeurs de salle, il est donc venu. Et nous avons vu ce soir-là la première de Onegin. Et M. Mortier, qui était à l'époque directeur de l'Opéra de Paris, était tellement enthousiaste d'Onegin qu'au lieu le lendemain d'aller voir un autre spectacle, il a voulu revoir immédiatement le même spectacle, on l'a revu 2 fois. Et il a invité tout de suite Onegin à faire l'ouverture de la dernière saison qu'il avait comme directeur de l'Opéra de Paris. Et c'est là que nous avons décidé de le filmer, parce que pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel comme mise en scène d'opéra, vraiment exceptionnel. Et donc nous avons filmé, là, nous avons retransmis pour Arte, Onegin, l'opéra Eugène Onegin de Tchaïkovski, mais à l'Opéra de Paris, Garnier, dans la salle Garnier, puisque c'était une tournée du Bolchoï à Garnier. Et après, devant le succès de cet enregistrement, nous avons décidé d'enregistrer un opéra qui était représenté pour la première fois en Russie depuis 1924, qui était Vodsek, qui a été donné ici dans la nouvelle scène avec Mitya Tchernakov et Théodore Kourensis, qui était le nouveau chef d'orchestre star, en train de devenir, qui est maintenant une star, et qui à l'époque était encore pas trop découvert, qui avait été découvert de la même façon, qui était à Novosibirsk avec le Haïda. J'en avais aussi parlé avec M. Mortier, c'est amusant. Vous avez enregistré Ruslan? On a fait Vodsek, qui a été un énorme succès critique quand il est sorti en DVD il y a 2 ans, où tout le monde a dit que c'était vraiment exceptionnel, au niveau musical et au niveau de la mise en scène, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et le dernier opéra que nous avons filmé, c'était à l'occasion de la réouverture du bâtiment, Ruslan et Ludmila, qui est aussi quelque chose, une mise en scène absolument exceptionnelle. Et ça va apparaître quand? Normalement à la fin de l'année, en DVD. Vous avez une metteur en scène exceptionnelle qui s'appelle Andy Zomer, qui travaille avec vous. Oui. Et je pense que Tchernikov lui-même veut beaucoup que c'est Andy qui fait tous ces spectacles, par exemple. Moi, je vais demander, comment vous avez décidé de former Bel Air Média? Quand cette idée est venue? Pourquoi? Et comment vous trouvez des gens comme Andy Zomer? Quelle est la formation de ces gens? Si vous voulez, moi je viens du cinéma. J'ai fait d'abord, ma première partie de ma vie, c'était du cinéma.
J'étais distributeur en Allemagne, à Munich et en France, et producteur. Et puis, donc, j'avais envie de faire. J'avais beaucoup travaillé avec des gens, même dans le cinéma, qui faisaient du théâtre et du spectacle, Ariane Mnouchkine ou Patrice Chéreau, ou des gens comme ça. J'avais beaucoup travaillé aussi avec le cinéaste Louis Malle. Mais, donc, si vous voulez, je me suis mis à vouloir faire des films de spectacle, au fond, par l'intermédiaire de l'image du cinéma, parce que je trouvais que ce qu'on voyait dans les télévisions et en DVD était très médiocre. Les années 90. Oui, médiocre pour différentes raisons, pour des raisons techniques aussi, c'est que la télévision n'était pas encore digitale, c'était assez relativement primitif, la télévision, c'était lourd, la couleur c'était difficile, il fallait refaire les lumières, enfin c'était assez compliqué, les débuts étaient assez compliqués, et finalement les enregistrements de cette époque sont vraiment médiocres et mal filmés, parce qu'on ne faisait pas assez attention. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis. Au début, j'en faisais 1 ou 2 par an, pas plus. Et en fait, le grand démarrage, ça a été Salzbourg, le festival de Salzbourg, dont M. Mortier, qui était à l'époque, enfin qui est toujours un de mes meilleurs amis, était le patron, et qui m'avait demandé de venir filmer les spectacles que lui trouvait exceptionnels. Effectivement, nous avons filmé des Troyens, la Katia Kabanova, de Barthaler, des grands metteurs en scène pour Arte. Et donc on en faisait 1 par an à peu près. Et après, ça s'est un peu accéléré, on a commencé à travailler avec l'Opéra de Paris et donc le Bolchoï. Et j'ai choisi, je voulais moi avoir au niveau de l'enregistrement d'un spectacle ou du direct, une qualité qui soit la plus proche possible de la qualité d'une vision cinéma. Et par exemple, Andy Sommer a fait une école de cinéma à Paris, il a fait l'IDEC, qui est quand même la meilleure école de cinéma au monde en fait. Donc il est d'une génération, il a fait l'école de cinéma de l'IDEC et tout, donc il a une vision très cinéma, très photographe, très de qualité, d'esthétique de ce que lui fait par rapport à ce qui est sur la scène. Et donc quand je lui ai demandé de faire la première mise en scène de Tcherniakov qu'il a filmé, c'était pas Onegin mais Macbeth à Paris à l'Opéra. Et ça a très bien fonctionné entre les deux, ils se sont tout de suite très bien compris. Et donc depuis, on a pratiquement fait filmé toutes les mises en scène de Tcherniakov. Moi, je voulais dire que Bolchoï insiste toujours que nous allons travailler qu'avec Bel Air Média parce que la qualité que vous font n'est pas comparable. Et là, je me demande comment vous avez achevé cette chose. C'est une question de goût, une question de vision des choses. Moi, je préfère ne pas faire les choses que de les faire pas bien. Je trouve que l'image est très importante. Et que même un spectacle formidable, mal filmé, perd énormément de sa substance. Au fond, nous, on est là pour donner au spectateur qui ne peut pas aller le voir en direct, au minimum, une impression de ce que voulaient faire les gens qui ont fait le spectacle, c'est-à-dire le metteur en scène, les artistes, la musique, le chef d'orchestre. Donc on essaie toujours d'avoir une qualité exceptionnelle pour pouvoir donner, au fond, un peu... C'est jamais aussi bien... Enfin, c'est différent, disons, que ce qu'on voit quand on est dans la salle, bien sûr. Mais chaque spectateur, de toute façon, fait son propre choix. Quand on regarde un spectacle, on est assis au 15e rang, et vous avez les yeux qui se baladent. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche, vous regardez derrière. Vous avez... enfin, l'œil humain est toujours à la recherche de quelque chose. Vous n'êtes pas comme ça fixé comme un plan large en regardant ce qui se passe. Donc, au fond, le metteur en scène, le réalisateur télévision, il ne fait que donner sa vision à lui, son œil à lui, du spectacle. Il faut que ça soit le plus proche possible de ce que peut regarder un spectateur. Et vous faites combien d'enregistrements par an? Parce que vous Entre travaillez 2 et beaucoup. 3. Entre 2 et 3. Quand les choses ne sont pas trop... entre 2 et 3, on peut dire. 3 ou 2, ça dépend de l'importance, de la longueur aussi. Je veux dire, parce que c'est pas vrai, vous faites avec nous les 4 ou 5 transmissions directes déjà. Avec le... combien non. Vous faites je croyais combien de prises, excusez-moi. Non. Combien on fait par an de spectacles au Bolchoï? Pas seulement à Bolchoï, autour du monde entier, parce que vous travaillez partout, je sais, on en fait, on en fait à Aix-en-Provence, à l'Opéra de Paris, à Zurich, à Munich, à Berlin. On doit en faire, je pense, entre 10 et 12 par an. Et ça vend bien les disques? Comment ça marche? Ça dépend des DVD, vous voulez dire? Ça dépend de l'affiche, ça dépend de l'œuvre. Et par exemple, évidemment, le Lac des Cygnes et Casse-Noisette se vendent beaucoup mieux que Bolt, par exemple. Mais moi, je veux dire mais aussi... Bolt, ça n'a pas été contrairement à ce que
que je craignais, ça n'a pas été une catastrophe. Ça a été quand même, ça s'est bien vendu. Parce que les gens ne connaissent pas les titres. Oui, hein, même... mais bon, alors là, du coup, le nom Bolchoï joue un énorme rôle. Si on avait fait Bolt, je ne sais pas, je ne peux pas citer de ville pour ne vexer personne, mais si on avait fait Bolt dans une petite ville de Sibérie, je pense que c'était pas pareil. Mais je veux dire aussi grand merci à François Duplat parce que avant la fermeture d'Ancienne Bolchoï, vous avez fait un film très touchant qui s'appelle Les Anges Gardiens, et à l'ouverture du Bolchoï, vous avez créé un autre film consacré à Bolchoï. Alors c'est sûr que vous avez des relations très particulières avec ce maison. Et vous avez cité avant, quand c'était la première fois que vous avez entendu le nom Bolchoï, et comment vous pensez pendant cette année-là Bolchoï change? Moi, dans ma vie, comme dans votre vie. Tout le monde entendait parler du Bolchoï dans les années 60, quand le Bolchoï est venu en tournée à Paris. Le Bolchoï est venu à Paris en 56 ou 57, je crois, mais il n'est plus revenu pendant longtemps, parce qu'entre-temps, il y avait eu l'affaire Nureyev, c'est-à-dire que quand le Mariinsky, le Kirov à l'époque, est venu en tournée à Paris en 61, un des grands danseurs de l'époque du Kirov est parti, est resté à Paris et a fui la compagnie et le régime soviétique et est resté à l'ouest. Donc il y a eu une fâcherie. Comme c'était à Paris, si vous voulez, il y a eu manifestement une fâcherie politique entre le gouvernement de l'URSS et la France, ce qui fait que le Bolchoï n'est pas venu pendant plusieurs années. Et puis après, sous l'impulsion de Rolf Lieberman et Hugues Gall, qui était à l'époque l'administrateur du ballet de l'Opéra de Paris, il y a eu un rapprochement qui était, les uns disent que ça n'avait aucun rapport, moi je suis convaincu que ça en avait, qui était aussi coïncident avec la visite de M. Pompidou à Moscou et le rapprochement. Je crois que Brejnev est venu en France, il y a eu un réchauffement, disons, des relations franco-russe après le décès du général de Gaulle, et en 71, et du coup, en même temps, comme par hasard, en même temps, les liens culturels ont été réchauffés. Et donc, je crois, le Bolchoï a été invité à Paris à faire une série de spectacles avec de l'opéra, je crois, à l'époque. Et M. Lieberman a demandé à Gregorovitch, qui était le directeur du ballet, de venir monter... de venir avec Ivan le Terrible. Ils sont d'abord venus avec Ivan le Terrible du Bolchoï, et il a monté Ivan le Terrible à l'Opéra de Paris comme ballet, et il a créé après Roméo et Juliette à Paris, et dont la production a été reprise au Bolchoï, qu'on a enregistré là il y a un mois. Mais donc évidemment le Bolchoï était dans toutes les... on savait, le Bolchoï c'était la... Là vous avez vu Bolchoï vous-même? Je ne l'ai jamais vu, non, je l'ai jamais vu. Je suis venu la première fois dans le Bolchoï en 89, pour la compétition de ballet qui a eu lieu d'ailleurs en ce moment, puisque j'avais un ami qui était un des participants à cette compétition avec une danseuse américaine. C'était amusant l'atmosphère du jeu. Ah, c'était très étrange. Très étrange, parce qu'en 89, c'était une période très trouble, quand même. Alors vous aviez dans la loge présidentielle Madame Gorbatchova et dans la loge du Tsar, Monsieur Yeltsin. Et quand il y avait un qui rentrait, l'autre partait, et c'était une période où il y avait une grande confusion et où il y avait un peu la guerre entre les deux, je veux dire. Donc c'était assez amusant. Et puis je me rappelle simplement Mais déjà c'est bien que les gens de tel niveau participaient. Ah oui, ils adoraient ça, ils étaient venus, alors peut-être pour les mauvaises raisons, j'en sais rien, mais en tous les cas, ils étaient là, et je me souviens, c'est là que j'ai vu pour la première fois Ulanova, qui était membre du jury, et les Allemands, la délégation allemande que j'accompagnais, j'habitais à Munich, que j'aimais beaucoup. Et les Peshinska. Qui avait été coaché, été aidé, et prise en charge par les Peshinskaya qui donnaient des cours à l'école de ballet de Munich. Et à l'époque, la situation économique, quand même, en Russie était vraiment, vraiment terrible. Donc, il n'y avait pas grand-chose à manger. Et je me souviens que Madame Lepeshinskaya venait le soir avec sa voiture, sa limousine, parce que comme elle était une des grandes personnalités de la Russie quand même, elle avait une voiture avec chauffeur, elle habitait dans un immeuble, ou dans le même immeuble où habitait d'ailleurs M. Yeltsin et M. Brejnev, je crois, ou je sais pas, enfin, non, il était mort, mais des dirigeants du parti, qui était dans une des grandes avenues de Moscou, elle habitait là-bas, et donc elle venait le soir
vers 9-10 heures dans sa voiture avec des dizaines de poulets, des nouilles et des spaghettis, apporter la nourriture aux danseurs allemands qui logeaient à l'hôtel Rossiya. Ça, je m'en rappellerai toujours, parce qu'elle trouvait que c'était pas bien organisé, qu'il n'y avait pas assez à manger et tout, donc elle voulait s'occuper d'eux. C'était une femme très, très étrange, comme ça, très, très forte, toute petite, et qui avait une énergie absolument incroyable. Donc j'ai vu plusieurs fois, on a dîné 2-3 fois avec elle, c'était très amusant. Mais bon, la compétition avait lieu ici, dans l'ancienne, dans ce qu'on appelle la scène historique. Voilà. Non, mais quand on a fait la Dame de Pique surtout, et que j'ai su que le théâtre allait fermer, je me suis dit, c'est quand même idiot, il faut faire quelque chose pour documenter un peu ce qui se passe dans ce théâtre. Et heureusement, puisque c'est presque les seules images de cette époque-là. Donc avec Denis Neguirev, qui lui-même d'ailleurs a fait le film sur la reconstruction et la réouverture, on a fouiné, on est allé partout, on a filmé, et on a interviewé des gens incroyables. Il y avait une architecte du Bolchoï qui était rentrée dans le théâtre en 1942, qui était encore là. Il y avait une machiniste qui était rentrée dans le théâtre en 1947, qui était encore là, qui travaillait encore. Il y avait une maquilleuse aussi qui avait été rentrée dans ces années-là. Il y avait aussi une violoniste aussi. Enfin, on a retrouvé plein de gens de l'époque. On a fait des interviews. On a fait aussi des danseuses. J'avais vu Strutchkova. J'avais interviewé la dernière interview de Strutchkova. Elle est morte très peu de temps après. On a filmé Strutchkova en train de donner des leçons de danse à Denis Medvedev et comment est-ce qu'il s'appelle, et elle, Anastasia, qui est dans Psychopélia, je crois, ou Casse-Noisette. Toute jeune danseuse, oui. Et on a filmé Strutchkova, on a filmé plein de gens comme ça qui étaient là, et on a filmé les coulisses, la cave, et le théâtre était dans un état épouvantable. Épouvantable. Avec tous les chats, vous vous rappelez, sur le plateau. Milliers de chats ça sentait très mauvais, et puis les trous sur la scène, et les murs. Et l'électricité au plateau, c'était ça, va. Ouais, et l'électricité, dans la loge du chef d'orchestre, Sotnikov, à l'époque, on avait fait une interview de lui, il y avait 3 systèmes d'électricité. Il y avait 3, donc il ne fallait pas se tromper de prise, sinon tout sautait. Et tout le réseau d'électricité du Bolchoï n'avait pas été rénové depuis 1937. C'était la dernière rénovation, ce qui vous rendez compte, le théâtre était... Mais là, on l'a filmé, nous, on a les murs fissurés, on a tout ça. Mais en même temps, je ne dis pas ça du tout méchamment, c'était vraiment... On sentait que le théâtre, s'il ne fermait pas, il allait s'effondrer. Mais c'était émouvant de voir tous ces gens qui, finalement, savaient, avec la fermeture, que c'était fini pour eux, parce que il y avait, je me souviens ici à la porte 16, à l'époque c'était la grande porte, c'était pas 17 mais 16, et il y avait un bar il y avait une espèce de salon particulier pour les personnes particulières, si j'ose dire, et il y avait une vieille ouvreuse qui était exquise, qui parlait français absolument couramment, qui était une dame très âgée, qui était là depuis toujours, et qui était au fond chargée manifestement d'accueillir les invités étrangers, quand politique, c'était surtout politique finalement, c'était là les invités du parti ou les invités du gouvernement, etc., avec qui j'ai beaucoup sympathisé, qui n'a jamais voulu se faire interviewer malheureusement, qui était une très belle vieille dame. Il y avait des gens très étranges, mais tous ces gens-là savaient qu'avec la fermeture de l'ancien Bolchoï, c'était fini pour eux, parce que le Bolchoï, au fond, ce qui était extraordinaire, c'est comme une famille, et une fois qu'on est dedans, on n'en sort pas. On finit sa vie au Bolchoï. À l'époque, en tous les cas, maintenant je ne sais pas, mais à l'époque, on finissait sa vie au Bolchoï, et il n'y avait pas de retraite quelque part dans ce système de l'époque. Et je ne sais pas, la machiniste, elle avait 80 ans, enfin, et l'architecte aussi, ils étaient toujours en train de travailler. Et ce qui était formidable, c'est qu'on sentait que les gens savaient qu'ils étaient vieux, ils travaillaient, mais pas vraiment. Enfin bon. Mais on les gardait, on les laissait, tout le monde était gentil avec eux. Enfin, il y avait une espèce d'atmosphère très, très familière. C'est bien, c'est l'esprit de maison aussi, les gens. Oui, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, quand je parle avec Tcherniakov, souvent, c'est son théâtre préféré, parce qu'il dit toujours que c'est le théâtre de son enfance, c'est sa famille, c'est là qu'il a vu la première fois des grands opéras, des ballets et tout.
Et le Bolchoï, pour lui, c'est vraiment sa famille, quoi. Il connaît tous les chemins, comment. Voilà, tout le monde. Maison. Et c'est. Oui, moi aussi, presque. Enfin, je veux dire, les gens me reconnaissent, les gens sont vraiment. C'est un théâtre que j'aime beaucoup. C'est probablement un théâtre que j'aime le mieux au monde parce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça tient. Peut-être que ça tient aussi à M. Ixanov ou aux gens qui dirigent ce théâtre, mais il y a une atmosphère familiale alors évidemment il y a des problèmes à droite, à gauche, on les lit dans les journaux, etc. Mais je ne sais pas, ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il n'y a jamais eu la moindre hostilité, jamais eu le moindre geste, jamais eu le moindre réflexion sur nous, contre nous. On est des Francs, après tout, c'est une équipe française qui vient là. Vous avez devenu les membres de famille, voilà, c'est sûr. On pourrait s'imaginer que les gens trouvent ça curieux quand même, mais non, on fait partie de la famille et jamais on a eu une réaction hostile de qui que ce soit. Et alors, pour juste finir un peu notre conversation, dans la saison qui arrive, nous allons faire aussi les transmissions directes ensemble, oui. C'est ça? Oui. Et on a choisi déjà des titres, oui. Il me semble. Nous travaillons sur les transmissions directes que pour le cinéma. Avec une société française qui s'appelle Pathé Life, qui nous fait confiance depuis 3 ans. Et donc la prochaine saison, ça sera normalement, si tout va bien, enfin si rien ne se passe de grave, Spartacus, je crois en octobre ou en novembre. Oui, Marcos Padas. Oui, non, Marcos Padas, c'est la saison d'après. On aura Spartacus, Jules, le ballet de Balanchine, les bijoux, les Illusions perdues, qui est le dernier ballet qu'avait fait Radmansky ici. Que nous allons emmener à Paris. Que vous allez emmener à Paris, dont la dramaturgie aussi avait été faite avec une collaboration d'un acteur français, Guillaume Gallienne. Et nous allons... et après, Golden Age, qui est finalement le dernier grand ballet de Grigorovitch qui a été créé ici, que nous avons filmé Spartacus, nous avons filmé... Raimonda, La Belle au Bois dormant, son Casse-Noisette, qui est finalement original, alors que Raimonda, La Belle au Bois dormant, c'est des adaptations de Petit Pas. Et nous allons filmer donc Yvan Terrible, on ne peut pas le filmer parce qu'il y a des problèmes de droit. J'aurais bien beaucoup aimé le faire, mais on ne peut pas. On a filmé Roméo et Juliette. Et donc Golden Age, qui est son dernier grand ballet, qui est un ballet magnifique que j'aime beaucoup, sur une musique formidable de Shostakovich. Et on va filmer, ça va être au mois de mars ou au mois d'avril. Oui, je crois. Merci beaucoup. Et je voulais continuer, je voulais continuer, mais je pense que dans les saisons qui arrivent, on va avoir une autre chance de parler dans cette chambre verte. Et merci pour être avec nous et merci pour enregistrer tout ça, toute notre vie, parce que 21e siècle du Bolchoï digital, c'est Bel Air Média. Ah, j'ai oublié de dire que nous avons avant-hier enregistré et mis en direct Le Prince Igor, qui est la dernière production de M. Lyubimov. Voilà. Donc Et d'ailleurs, est-ce que c'est bien passé? Est-ce que c'est bien passé? Vous avez des résultats de télévision? On a eu beaucoup de spectateurs. Très bien, c'était vraiment bien. Et c'est un beau spectacle. Moi j'aime beaucoup. C'était une mise en scène qui me rappelait beaucoup les mises en scène des années 70. C'est-à-dire des scènes vides, tout sur la forme. Très japonaise finalement. Il y a une scène où je me suis dit c'est du kabuki. Il y a une espèce de grand soleil rouge avec juste 3 objets. Et moi ça m'a rappelé beaucoup les grandes mises en scène des années 70, et je trouve que ça fait du bien aussi de voir, parce qu'on fait toujours des revivals des vieilles mises en scène du 19e avec 50 000 personnes sur la scène, de l'or, des trucs lourds et tout, mais c'est pas très intéressant en réalité, sauf un aspect anecdotique. Mais là, c'est au fond de voir travailler quelqu'un qui a été une énorme personnalité artistique dans le monde entier quand même, hein, Lyubimov. Puisqu'on parlait d'Ariane Mnouchkine, quand je lui ai dit que je l'allais le voir, elle m'a dit qu'elle avait vu une des plus belles mises en scène de théâtre qu'elle ait jamais vues dans sa vie, quand il était venu à Paris avec la Taranka. Et pour elle, c'est vraiment un metteur en scène, un grand metteur en scène. Et donc c'était un peu émouvant de le voir sur scène à la fin, puisqu'il est venu saluer, et de voir finalement quelqu'un qui est resté très fidèle à ce qu'il aime, à la manière de travailler, qui n'a pas essayé de faire quelque chose de moderne pour le public, mais qui a fait quelque chose que ce que lui pense doit être fait, de la manière dont ça doit être fait. Et j'ai trouvé ça assez formidable, je dois dire. Ici, on a une discussion sans cesse. Qu'est-ce qui est moderne, qu'est-ce qui n'est pas moderne, qu'est-ce qu'il fallait faire, si c'est Bolchoï, si c'est le théâtre académique, comment on va montrer, l'opéra grand classique, etc. Votre goût personnel. C'est une fausse discussion. Il faut faire des choses qui sont de bonne qualité, mais moderne, ça ne veut rien dire. Vous avez des mises en scène modernes qui auraient pu être faites il y a 40 ans,
en étant un peu amélioré. Vous avez des mises en scène modernes qui n'ont strictement aucun intérêt. Je pense qu'il faut faire la différence entre, oui, là, c'est une question de qualité, une question de... Moi, si vous voulez, normalement, je n'aime pas... Je veux dire, une mise en scène, c'est pas seulement des décors. Bon. Et c'est vrai que dans la grande... Mais même quand je regarde maintenant, par exemple, l'Onegin d'après-guerre, c'est pas que des décors. Hein. Il y avait un vrai travail de théâtre. Il y avait un vrai travail de théâtre. Donc, quand il y a du vrai travail de théâtre, dans une direction qu'on aime ou qu'on aime moins, mais s'il y a un vrai travail de théâtre, une intelligence du texte, une recherche d'explication, puisque finalement, une mise en scène, qu'est-ce que c'est? C'est comme quand vous êtes à l'école. Quand moi j'étais à l'école, on lisait les pièces de Molière ou on lisait les pièces de Racine, quand j'avais 14 ans, et le professeur faisait ce qu'on appelle une explication de texte. Vous avez ça en Russie, évidemment, aussi. Donc il disait, voilà, on analysait une pièce de théâtre, on faisait une explication de texte. Le professeur faisait une explication de texte aux élèves. Et bien le metteur en scène, il fait la même chose. Il a son interprétation et son explication de la pièce de théâtre qui montre. Voilà, c'est ce que faisait Stanislavski, Meyerhold, des gens comme ça. C'était leur vision d'une pièce, et cette vision, il la transmettait au spectateur. C'était pas simplement mettre des décors et puis tu dis tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là, puis le reste on s'en fout. Et c'est ça. Et ben, si c'est Lyubimov qui fait une explication de texte à sa manière, comment lui voit les choses, c'est formidable. Donc c'est pas une question de moderne ou pas moderne, c'est une question de transmission de talent. Si vous regardez une mise en scène de Peter Stein aujourd'hui, on dirait que c'est des mises en scène traditionnelles, pas du tout. C'est à l'intérieur d'un système de sa vision du théâtre qu'il raconte à sa manière la substance et l'essence de la pièce de théâtre qu'il montre. Il n'a pas besoin d'avoir des décors futuristes avec de la guerre des étoiles. Je veux dire, c'est tout à fait... c'est la clarté de la vision, comme Tcherniakov, c'est pas moderne, c'est simplement intelligent, et c'est sa vision de la chose. Ça donne l'essence. Donc la modernité, ça veut rien dire, je veux dire, parce qu'en plus, quand on est trop moderne, dans le mauvais sens du terme, ça se vieillit très vite. Hein, c'est comme la mauvaise mode, les mauvais couturiers. Si vous regardez des robes ou des habits des années 50, 60, 70, vous voyez tout de suite la différence entre un très grand couturier et un couturier moyen. Comme Dior qui reste si vous voyez une robe de Dior des années 50, c'est formidable. Si vous voyez une robe d'un couturier médiocre, vous dites, oh là là, quelle période épouvantable. Donc c'est surtout ça. C'est une question de la qualité de celui qui fait quelque chose. Mais le modernisme... Pour le modernisme, ça se démode très très vite. Il y a des mises en scène qui ont 10 ans, vous vous dites, mais c'est pas possible que j'ai aimé ça. Voilà. Спасибо большое, Франсуа Дюпля, что вы пришли к нам сегодня в зеленую гостиную. Вы видите, Франсуа человек очень страстный, очень любящий театр по-настоящему. И благодаря компании Берриер Медиа мы очень рады тому, что история Большого театра в 21 веке очень хорошо и прекрасно даже записана и доступна на DVD.